Mesdames, Messieurs, bonjour, Quay. Écoutez, nous avons un invité. Si vous ne le connaissiez pas encore, eh bien, vous allez faire toute une découverte avec nous. Alors, dans un premier temps, il est chanteur, auteur, compositeur, interprète, musicien, acteur, producteur, entrepreneur. On a eu la chance de l'entendre dans Notre-Dame de Paris. Il jouait Clopin. Oui, la voix des sans-papiers. Messieurs, dames, accueillons à Coconut Podcast Luc Nerson Merville. Quel plaisir d'être avec toi sur Coconut. Hey, t'as commencé en disant Quay. C'est bien amérindien, ça. Oui, exactement. Wow. Je m'adresse au Québec dans ce qui devrait être une langue officielle au Québec. Là. Quay. Quay, bonjour. Les canets chez Touk. OK, t'en es pas Napanin. Il y a toujours une réponse qu'il donne. Là. J'ai appris un peu l'inou. Donc, on est monté à Ouachak, Maliotenam. Puis, on essaie d'apprendre là, de temps en temps. Luc Nerson, Merville. Écoute, t'avoir à Coconut Podcast, tout un honneur. Comme je pose à tous mes invités, comment vas-tu? Je vais vraiment très, très bien. Je sais qu'on vit des moments difficiles en communauté, au Québec, au Canada, en Occident, au monde même, avec cette pandémie mondiale. Mais écoute, j'ai toujours essayé de trouver le positif, les bonnes choses dans tout. Il y a du bon dans tout. On est dans une période de changement. Le changement, on ne passera pas à côté. Il est là. Fait que, il va falloir le vivre, il va falloir trouver le positif dedans. Fait que c'est ce que je fais. Puis, je passe du bon temps pareil et je trouve moyen de partager avec les autres les bons moments que je vis. OK, donc on est content de savoir sur le plan personnel, en cette période de crise sanitaire, ça va bien. Sur le plan professionnel, on sait que tu es producteur, tu voyages énormément, surtout ces 2 dernières années. Écoute, tu étais en Asie, d'après ton équipe de relations publiques, tu reviens d'Afrique. Voilà. Luc Nerson, pourrais-tu nous dire comment as-tu réussi à conjuguer carrière professionnelle avec la pandémie? Comment ça s'est orchestré pour toi? Ben, un peu comme je te dis, déjà, moi, il faut que tu comprennes que je suis à ma 2e pandémie. Au début de la pandémie, j'étais en Chine. J'étais en Chine, donc j'ai vécu la première pandémie avec les Chinois en Chine. Quand ça a éclaté, j'étais là-bas. Okay. J'étais sur place, j'étais là pour faire la traduction d'une comédie musicale que j'ai écrite. Ça fait 7 ans que je l'écris, c'est pas mal fini, là. Mais on était en train justement là-bas de faire la traduction en collaboration avec le professeur Man, qui est un professeur à l'université au doctorat à l'université de Xiamen en Chine, donc dans le sud de la Chine. On n'était pas très loin de Wuhan et tout ça, mais on était là. Et puis moi, quand c'est arrivé, pour avoir fait 6 ans de travail humanitaire, je suis pas du genre à abandonner mes amis quand ça va pas bien. Donc, je suis resté. L'hôtel a fermé, fait que j'ai été habité chez les gens qui m'accueillaient là-bas. Oh, oui. Et ça m'a permis, en fait, de vivre réellement cette période-là de pandémie en Chine, avec les Chinois, chez des Chinois, à manger avec eux, partager avec eux, sortir tous les jours, prendre de l'air avec nos masques, puis voir comment ça se vivait là-bas. Par rapport aux nouvelles qu'on nous donnait de l'autre côté de l'océan, de l'autre côté de la planète, en fait. Donc, j'étais là-bas, je suis à ma 2e pandémie. OK. Puis, quand je suis revenu ici, bon, ben, écoute, ça c'est reparti encore de plus belle. De plus belle. Pendant qu'on t'a avec nous, tu as vécu la pandémie en Chine, la première partie de la première vague, comme on dit. Un bon 2 mois. Un bon 2 mois quand même. La rigueur à la chinoise. T'sais, ils ont réussi à véritablement faire en sorte de vaincre, en quelque sorte, ce virus. Luc Nerson, toi, est-ce que tu as vu une discipline des Chinoises et Chinois? Comment tu as pu percevoir ça, toi, avec ton œil nord-américain, caraïbéen?
Ben, il y a une discipline, oui, mais pas comme nous, on l'entend ici. Souvent, on parle de la Chine, on dirait qu'on leur a mis des guns à la tête, on les a collés sur des murs, on leur dit, vous n'avez pas le choix. Non, non, on leur a parlé. On leur a dit tout simplement ce qu'il fallait faire et ils l'ont fait. Oui, il y a une historique derrière tout ça. Oui, il y a un système derrière tout ça, c'est clair. C'est clair que politiquement aussi, il y a une vision, une pensée derrière tout ça qui est là depuis plus de 70 ans, on le sait. Mais les gens ont écouté. Les gens ont écouté, ils ont fait. Mais aussi, il y a une habitude qui était là, parce qu'ils ne sont pas à leur première pandémie là-bas. Premièrement, ils ne sont pas à leur premier H1N1, SRAS. Voilà, puis n'oubliez ça aussi, ce sont des COVID en passant. Hein. Okay. Et ça s'appelle COVID-19. C'est pas COVID premier, là. Premier. Donc, il y en a eu d'autres, les gens réalisent pas. Est-ce que tu avais ton application sur ton cellulaire afin de pouvoir retracer si tu avais été en quelque part et qu'il y avait des gens qui avaient la COVID? Est-ce que tu avais ce genre d'application sur ton cellulaire? Est-ce que c'était... Oui, je l'avais sur mon cellulaire. En arrivant là-bas, regarde, ils sont vraiment en avance sur nous, soit dit en passant. Là. On a tendance à penser que on a eu une idée longtemps qui se propageait que la Chine était sale, que la Chine était reculée, que les produits chinois étaient mauvais. C'est fini, ça. Là. La Chine est propre. Tu peux passer un mois en Chine et jamais voir un papier par terre. Là. La Chine, elle est propre. Et la Chine, c'est très avancé technologiquement. Les produits sont de très bonne qualité. Et il y a de tout. Les gens sont dans les rues. Les gens se promènent, marchent, vivent au jour le jour. Le côté qu'on nous envoie ici, qu'on est presque en prison, qu'on est surveillé tout le temps, 24 heures sur 24, on le ressent pas là-bas. Puis soit disant en passant, je sais pas si vous le savez, mais en Angleterre, les caméras, il y en a partout, même les ruelles. Fait que les gens oublient ça, là, sauf que les Chinois, eux, ils le savent. Il y a des caméras partout. Oui, vous êtes surveillés. Oui, à l'arrêt d'autobus, il y a une caméra, puis en haut, il y en a une. Mais ici aussi, là, il y en a des caméras. On est sur Internet, on est sur nos téléphones. Ça fait longtemps qu'on est surveillés. C'est pas nouveau. Fait que la Chine est juste pas mal en avance sur nous et on est juste en train de les rattraper. Hein. Donc, j'essaie de voir du positif là-dedans. Le vivre, aller là-bas, j'ai jamais eu de problème à me promener en Chine. J'ai jamais senti du racisme en Chine. Okay, quand la police vient te voir, c'est peut-être mon expérience à moi. Je peux juste raconter ce que moi j'ai vécu. Moi, je me souviens dans une foule que la police vient me voir pour me demander si j'étais correct. Intéressant. Es-tu correct? Y a-tu quelqu'un qui t'achale? Es-tu bien? Si t'as quelque chose, viens me voir. Hey, jamais ça m'est arrivé ici, là. Fait que tu sais, je fais la part des choses. Je sais pas que c'est parfait. J'imagine qu'il y a d'autres gens qui ont vécu autre chose. Mais moi, en Chine, c'est ce que j'ai vécu. Bon, si je suis dans une ville qui était un peu plus petite, je suis passé dans les grandes villes. Je me suis promené beaucoup. Donc, franchement, je te jure, ils sont en avance sur nous à plein d'égards. Et oui, pour répondre à ta question, les gens ont écouté ce qu'on leur a dit. À tous les jours à la télé, on leur disait de porter leur masque et ils le faisaient. Je peux te dire que 2 semaines après le début de la pandémie là-bas, il y avait 7 masques N95. Pas des masques en tissu, là. Parce que les gens... Je veux pas paraître fou dans ce que je dis, là, mais un masque en tissu par rapport à un microbe, c'est comme si tu mettais... c'est à quelque part un peu comme si tu mettais un filet de soccer à la place de ton screen, puis tu disais, all right, les mouches passeront pas. Tu sais? OK. Ouais. En Chine, tout le monde a porté des masques N95. Ah, mais il est produisait, là, le personne. Toutes les semaines, ça prenait 5 minutes. On y allait, on avait 1 heure, on te donnait ton heure, tu vas chercher tes masques. On avait chacun 7 masques N95. 1,3 milliard d'habitants, là. 2 semaines. Oui, mais facile à dire. Quand même intéressant, mais facile à dire. Les masques, ça de l'air, nous autres, on n'en produisait pas. Donc, ils étaient là-bas. Donc, eux autres, l'approvisionnement était plus facile. Écoute, vas-y. Ça a pris 3 jours, puis c'était annoncé partout. Toutes les compagnies qui faisaient des téléphones, des voitures, des motos, whatever, là, ils arrêtaient tout puis ils faisaient juste des masques. C'était la demande du gouvernement et ça a été respecté. Tout le monde a fait des masques. Puis au début aussi, ils avaient demandé à leur famille, à la télé, ils demandaient à leur famille qui vivaient à l'extérieur pour la première semaine, les 2 premières semaines avant qu'ils se mettent à en faire. Parce que les 2 premières semaines, ils nous l'ont dit. Ils disent, on n'a pas assez. Demandez à vos familles qui habitent aux États-Unis, au Canada, un peu partout à travers le monde, de vous envoyer des masques. Fait que les premières semaines, ils ont reçu des masques de l'étranger, puis ensuite, 2 semaines après, ils ont pu en produire. Moi, c'est ce que j'ai vu.
OK, Tigidou. Une question pour toi. T'es un féru de culture. T'as quand même passé un certain temps en Chine. C'était une couple de fois OK, à la attends, on maison va voir deux, ça, on trois va mois voir chaque fois. ça. Ni hao ma. Ni hao, Manina. Heng hao. OK, 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 je OK, c'est pas mal. On sait que tu reviens de la région des Grands Lacs, Leknerson. On sait que tu reviens de la région des Grands Lacs. Congo-Kinshasa, pour dire J'étais à Kinshasa, bonjour. oui. Comment qu'on dit bonjour en Attends, attends, lingala? attends, attends, Mm, attends, 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 attends. Je vais la retrouver, je vais la retrouver, je vais la retrouver. mm, mm, Mbote! Mbote! Pas pire, pas pire. Excellent, excellent. Mbote! Tu viens de Ouais, passer notre test. Tu viens de passer notre test. Ouais, tu et c'est passes beau le le test. Congo. Ouais, Je sais pas excellent. si tu Oui, le hein? sais, là, mais quand tu arrives au Congo, là, on a vraiment l'impression d'être en Haïti. Là. Il y a des visages comme toi au Congo. Là. Je me promène, là, je peux te dire, je t'ai vu une couple de fois. Là. Non, c'est Trois fou. Là. Congo. Mais oui, par Congo, voilà, Oui, c'est ça. voilà, voilà. Non, c'est Donc, là qu'on se rend entre autres. compte que vraiment, on est des Africains, man. Non, ben oui, ben, Ah écoute, ouais. Leknerson, on va apprendre à te connaître. Écoute, tu me dis qu'on est des Africains, mais toi, tu viens de cette terre qui est un peu l'Afrique dans les Caraïbes, je te dirais. Tu es né sur la Port-au-Prince, terre Haïti. des Taïnos, Ouais. donc en Haïti, à Port-au-Prince, plus précisément à Bel-Air. Tu as Oui! grandi, hein? Elle Pas est. mal. Hein? Ben, on a quand même Ouais. de bons recherchistes, là. Tu vas voir Ouais, ça. ouais, j'ai vu ça. Ouais, excellent. Et là, maintenant, écoute, Leknerson, on aimerait que tu nous partages un souvenir de ta tendre enfance en Haïti. Déjà, Là, regarde, on va commencer cache-cache de ma tendre Nicolas. enfance à dire Oui. mes parents m'ont appelé Locke Nerson. OK? OK? Moi, ici, les gens me connaissent sur le nom de Locke. Ouais, Fait que ouais, je veux ouais. déjà le dire pour que les gens réalisent pourquoi maintenant, je veux être appelé avec mon nom complet qui a été choisi par mes parents. Bien Parce que, sûr. tu sais, je vais te raconter l'histoire, c'est relié à ce que tu me poses comme Oh, question. bien sûr, bien sûr. Beaucoup de gens l'ont vécu, autant aux États-Unis qu'au Canada, qu'en France, et pas juste les Haïtiens, des gens de partout au monde, lorsqu'ils ont émigré vers ces pays-là, on arrivait, puis on nous disait, ah, Locke Nelson, trop compliqué, c'est trop compliqué ça. Attends, on va te donner un nom local, un nom qui Ah, va faire que là, tu ah vas te ouais, non. sentir à l'aise. Toi, tu vas t'appeler Luc. Ah C'est ou Locke, ou ouais. Là, on va te ouais, dire ouais. quelque chose qui va ressembler. Là. Fait que moi, si tu regardes sur ma carte d'assurance maladie, c'est écrit Luc. OK. Regarde sur d'autres papiers, c'est écrit Locke. Puis si tu regardes sur par contre, mon baptistère, lui, est écrit Locke Nelson. Nelson, ouais. Fait que, ça a été, beaucoup de gens ont eu cette habitude. Et Ouais. aujourd'hui, j'ai envie de retourner moi-même vers le nom que mes parents m'ont donné, celui D'accord avec que, ça. mais à la limite, je te dirais, au moins, au niveau artistique, c'est moi qui avait fait le choix de me dire, OK, dans Locke Nelson, je vais dire Locke. Luck. OK. Je vais garder ce bout-là. Mais c'est un peu ça. Fait qu'en Haïti, écoute, ce que je me souviens d'Haïti, enfant, c'est de courir sous la pluie, c'est d'entendre la pluie qui tombe sur les toits en tôle. OK, ouais. Et puis que la pluie, quand elle tombe, elle est chaude, elle n'est pas froide. C'est le fun. C'est vrai. Ce que je me souviens, c'est que tu peux t'attendre à ce que dans un arbre, dans ta cour, tu as une mangue. Tu peux manger. La nourriture, elle est omniprésente en Haïti. Ça, les gens sont là à dire Haïti, c'est pauvre. Haïti, pour moi, c'est un des pays les plus riches du monde. Quand tu peux te retourner, va en parler aux Amérindiens qui vivent dans le Grand Nord. Tu parlais des Inuits, là? Va leur en parler de la pauvreté, eux autres. Eux autres vont te dire c'est quoi. Parce qu'il n'y en a pas d'arbres qui donnent des bananes, qui donnent des. Il n'y a pas de plantain, il n'y a pas de yam, d'igname qui pousse dans la terre, il n'y a pas de mangue, il n'y a pas de fruits, il n'y a rien. Là. C'est vrai. En Haïti, à ce niveau-là, c'est riche. Tu vas dans l'eau, tu habites à côté de la mer, ben il y a du poisson, il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment très, très riche comme pays. Et le sol est riche aussi. Tout pousse en Haïti, facilement. C'est pas pour rien que ça a été un pays qui a enrichi, je te dirais, la France pendant plus de 200 ans. Donc, quand on dit que c'était le commerce pays... triangulaire, là. Exactement. Le plus de café au monde, le plus de sucre au monde pendant 200 ans. Donc, c'est quand même un pays où il y avait de la richesse. OK, mais là, je sais pas si tu as oublié, mais je sais que dans ta famille, la spiritualité, c'est important. Mais ça a l'air que dans ta tendre enfance, tu vas nous situer un peu, mais tu aimais ça participer d'un choral.
Oui, j'ai chanté dans des chorales, autant classiques, Ouais. parce que mon père était adventiste du 7e jour. OK. Donc, j'allais à l'adventiste du 7e jour. Je sais pas si tu réalises ce que c'est, là, man. C'est quand même... Bro, ouais, vas-y. Une dis-toi que, orthodoxie dedans, là. dis-toi que les catholiques, ils respectent le Nouveau Testament. Les Juifs, l'Ancien Testament. Les adventistes, les deux. OK, ouais, Mon ami, OK. Il y avait une rigueur à la maison, là, quand même. bro, Quand même. c'était lourd, tu sais. Excellent. Puis là, à quel moment que la petite famille, le Knerson, vont décider de venir s'installer dans la belle province? Là, tu vas arriver ici au début de l'adolescence, peux-tu nous en parler un peu, là? Non, je suis arrivé bien avant ça. Je suis Bien arrivé avant enfant. ça. OK. Oui, je suis arrivé enfant ici. Et on ne décide pas d'aller vers le Canada. Quand on quitte un pays où on n'est pas bien, où ça va pas bien, où on cherche Un mieux-être. à voir, où l'herbe est plus verte, où on peut apporter nos enfants à vivre mieux, un monde meilleur et tout ça, on regarde pas où on va. On fait pas le choix. Peu importe où on peut aller, on y va. On aurait eu un visa pour la Chine, puis on y aurait été. Et je peux te dire d'ailleurs, à force de voyage, qu'il y a des Haïtiens partout. J'en ai vu en Russie, j'en ai vu aux États-Unis, partout au Canada, partout en Europe et en Amérique du Sud. Il y en a partout des Haïtiens. Là. OK, nice. Partout en Chine, il y a des Haïtiens là, qui parlent chinois, qui sont connus. Là. Okay? Il y a des Haïtiens partout, au Japon, name it. Fait que quand tu quittes, ta question est pertinente, mais en même temps, on ne décide pas, à moins d'être déjà riche et tout ça. Mais c'était pas le cas de mes parents. Ils ont fait des demandes, ils ont pris une chance, on leur a accordé et on a pu venir avoir le bonheur, la chance de venir vivre au Canada. Parce qu'au départ, quand un Haïtien part pour ici, il part pour le Canada, il part pas pour le Québec. Ouais, Rendu ici, tu te rends compte que tu es au Québec. Et là, tu te rends compte qu'il y a une différence entre Québec et Canada. Il y a les deux solitudes existent. Là, tu te rends compte de ça. Excellent. Puis, écoute, tu arrives au Québec, tu vas quand même bien t'intégrer, moi, je trouve, là, parce que tu vas connaître une carrière assez importante. C'est pour ça que j'ai parlé de la chorale, parce qu'on va aller directement un peu à ta carrière professionnelle. Toi, tu vas débuter en 91. Là. Ça a l'air que ta carrière pro commence en 91. En fait, j'avais déjà chanté un peu avant professionnellement, en voulant dire que tu es payé pour chanter. Je l'avais fait un peu avant, dans les clubs, dans les boîtes. J'avais fait des shows, des petits groupes ici et là. Mais effectivement... médiatique. Carrière médiatique, médiatisée. Avec Rude Luck, là. Ton band, là. Voilà. Ouais. Et Rude Luck, ça a été, écoute, ça a été magique parce que toute la gang était une belle gang. On a eu un plaisir fou à faire ça. On avait gagné un concours au départ, l'Empire des Futures Stars. Et ensuite, on a fait plein d'autres concours qu'on a gagnés aussi. Puis on a fait une tournée. Puis première chanson, Faut pas craquer. 93, Faut pas craquer. Ça, là, regarde, ça va... Je peux le dire de même, ça va te mettre sa map. Écoute, cette histoire, tu vas un peu nous l'expliquer, mais de ce jeune peut-être ou sinon à cette époque, il y a quand même une consommation dans les rues nord-américaines, je te dirais. Puis toi, tu vas quand même faire une chanson où ce que tu vas dire, faut pas craquer, faut juste même pas y penser. Ouais, ben écoute, c'est incroyable. L'autre jour, je m'étais prochaine dans direction l'école, moi, quand on les dit, non, c'est pas l'été, non, Cadillac, encore un monde qui tchac. Est-ce que tu te rappelles encore de tes anciennes tunes? Est-ce que tu peux encore oui, je me rappelle. Sans problème, là? Je peux pas l'oublier. Je me rappelle, c'est ça, je me rappelle. Oui. Tes dreads, t'avais les rastas, là, tu sais. Tout un style à ce moment-là, le Knerson. Est-ce que tes rastas, tes dreadlocks te manquent un peu? La jeunesse. Je les ai encore ici, quelque part, dans un sac. Dans un sac, hein, comme tout bon vieux rasta. Parce que les cheveux, ça meurt pas. Je les ai gardés, je les ai encore. Mais, tu vois, écoute, ça a été vraiment une très, très belle aventure de jeunesse. Rude Luck, la gang était vraiment très belle. Ça m'a fait découvrir le Québec. Puis comme tu le dis, oui, je me suis adapté au Québec. Jamais assimilé, adapté. Il y a une différence parce que quand
Quand tu es assimilé, tu n'as plus rien à apporter. Mais quand tu t'adaptes, tu peux apporter aussi de ta culture, tu peux apporter aussi de ta façon de voir, de ta vision. Puis ça, je pense que c'est important, peu importe l'endroit où on va s'établir. C'est important d'arriver avec des lunettes qui sont autres, des lunettes qui permettent aux gens lesquels tu rencontres pour la première fois, oui, de t'ouvrir à eux, puis t'adapter, puis d'accepter ce qui t'amène. Puis on m'a amené au Québec énormément. J'ai beaucoup appris et je continue à apprendre. Et j'ai un amour profond pour le Québec, pour le Canada. J'ai un amour profond pour ici, pour les gens d'ici, pour notre façon de vivre, notre façon de faire. Mais en même temps, j'oublierai pas non plus mon passé. Puis j'ai un amour profond pour l'humanité. Moi, ça a toujours été comme ça. Je me suis toujours vu humain avant Québécois, avant Canadien, avant Haïtien, avant Noir, avant tout humain. Un être humain qui vit sur la planète Terre, puis pour moi, la Terre, c'est mon pays. J'ai toujours pensé comme ça. Ben écoute, tu vas tellement bien t'intégrer au Québec, pas assimiler, mais t'intégrer, que t'as ces grands producteurs, réalisateurs, entre autres, Cocciante, t'as Luc Plamondon, Richard Cocciante, qui vont te pressentir pour ce rôle de Clopin dans Notre-Dame de Paris. Ça, là, regarde, c'est gros, là. Tu vas enregistrer l'album. Ensuite, tu vas aller pour les représentations à Paris, la Ville Lumière. Peux-tu nous parler le moment quand tu vas recevoir très rapidement, Luc Nerson, quand tu vas recevoir l'appel de ces grands impresarios et qui vont te dire, Luc Nerson, j'aimerais t'avoir avec. Tu sais, il y a une voix un peu là, Plamondon, je suis pas capable de l'imiter ben, mais j'aimerais t'avoir avec moi. Comment t'as réagi? Pour te dire, c'est arrivé tellement... plus simple que ça, parce que Luc Plamondon, c'est quelqu'un de simple, et Ricardo Cocciante, ces gens-là, je les ai rencontrés parce que c'était l'anniversaire de Luc Plamondon. On m'avait invité, en fait, à aller chanter une chanson pour lui, pour son anniversaire. J'avais chanté « Besoin d'amour », qui est une chanson qu'on trouve dans Starmania. Okay. Et quand j'ai besoin d'amour. Donc, quand j'ai été chanter ça, j'avais invité la chorale de l'école FACE, qui était l'école où grande école de musique. Voilà, de l'école où ma fille allait à l'époque, puis c'est l'école qui m'accompagnait. Et quand Luc a vu ça, après, ils m'ont invité à souper. Puis c'est là, à table, les deux étaient là, la femme de M. Cocciante était là, le copain de M. Plamondon aussi, puis on était tout assis. Puis ils m'ont dit, écoute, on est en train de travailler sur un projet depuis déjà quelques années. Et ça s'appelle Notre-Dame de Paris. On aimerait que tu participes. On aimerait que tu viennes au moins faire le casting, tout ça. Et j'ai dit non. Non! Sérieux? Non, mais en fait, j'ai pas dit non. J'ai juste dit, écoutez, là, je viens de signer un deal pour faire une émission de télé. Oui, c'était Sauve. Sauf qu'il peut. Ouais, c'est ça. Puis, à un moment, tu as eu même à te promener entre les deux continents. Les gars, ils m'appelaient le Terminator parce que je finissais mes 7 shows à Paris. Je prenais l'avion, je revenais à Montréal, je tournais, je reprenais l'avion le soir même, je retournais à Paris, puis je recommençais tout de suite à tourner, à chanter chaque soir. Fait que c'était ça, là. C'était toute une aventure. Et éventuellement, Luc m'a dit, j'ai dit, je suis trop occupé, je suis en train de sortir un album avec Roadblock, on prépare une tournée, on fait ci, on fait ça. Fait que j'étais comme, là, il m'a dit, non, c'est pas tout de suite. Ça s'en vient, on écrit. Là, j'ai 3 chansons décrites là-dessus, 4 chansons. J'ai dit, si à un moment donné, t'en as plus, OK. Il est revenu une couple d'années après. Il m'a rappelé, j'ai été le voir. Il m'a fait écouter les chansons, puis je pouvais pas dire non. Parce que le personnage me ressemble trop. Le personnage, c'est quelqu'un, justement, comme je viens de te dire tout à l'heure, qui est le roi de la cour des miracles, qui cherche la paix. La cour des miracles, là, ça, c'est une tourne, tu parles d'Esmeralda dedans. Même quand on regarde les représentations de tes spectacles, quand tu interprètes, écoute, Luc Merville, t'es assis sur une poutre, tu fais le funambule presque, tu chantes. Là, moi, je me suis dit, il n'y a pas peur de tomber, mais t'avais quand même... Je suis tombé à Londres. C'est dans les journaux, je suis tombé à Londres, je suis tombé sur le dos à Londres. Je me suis fait mal, là, c'est haut, là.
Non, ben c'est ça, parce que le monde doit comprendre, c'est que tu vas faire Notre-Dame de Paris, mais par la suite, tu vas être celui qui va faire Notre-Dame de Paris, mais à Londres. Et c'est Monsieur Charles Biddle qui va te remplacer sur les représentations du Québec en Francophone, ouais. français, francophone, Belgique, Québec, Ben, vraiment. je dirais pas qu'il m'a remplacé parce que tu vois, dans des shows comme ça, il y a souvent plusieurs troupes. OK. Donc, comme par exemple, tu vois, là, il y a, à New York, tu as Hamilton qui joue. Mais Hamilton joue aussi à Chicago. C'est comme Hamilton joue aussi Tropicana. Écoute, Voilà. Tropicana pour jouer au Cap et puis Tropicana pour jouer Jacques Mel. Donc voilà, il y a plusieurs troupes Okay. qui jouent la même pièce. Donc, il me remplace pas à quelque part. Je suis le premier rôle, je l'ai créé le rôle, le personnage, mais d'autres gens, c'est pas moi qui remplace. J'ai des gens qui jouent. J'ai vu Notre-Dame de Paris, je l'ai joué en Corée, mais je l'ai vu en coréen là. Puis ça fait drôle de voir un gars en Corée arriver avec des dreads et avec un visage coréen qui chante et qui fait les mêmes gestes que toi parce que tu as créé les gestes, les mouvements. Oui, c'est Donc, ça. Mais Charles, quand il a joué, il a vraiment... C'est Charles qu'on voyait sur la scène aussi. Tu sais. Il prend le personnage, bien sûr, mais à sa manière. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il m'a remplacé, mais parce que pas mal nous tous, on a été repris par des gens comme Mario Pelcha avait refait le rôle de Garou, le rôle de Quasimodo, et il l'a fait de façon extraordinaire. Tu sais. C'est clair. C'est pas un remplacement, c'est Mario Pelcha. Il est vraiment... Ouais, en effet, c'est... Ouais, mais tu restes humble, hein, Leknerson, quand même. T'as gardé cette humilité chez toi. Ben, c'est pas de l'humilité, Mais c'est quand même le grand Charles Biddle également, là, c'est ça. Absolument. Dans le milieu, voilà. c'est comme ça. Ce que je te dis là, dans le milieu, c'est ce que c'est. C'est pas pour moi qui... Même, c'est le même. Je veux dire, oui, il y a eu les gens qui ont joué Hamilton les premiers ou qui ont joué le Fantôme de l'Opéra les premiers, mais les autres qui font le rôle après ne les remplacent pas. C'est combien de fois ça a été joué Shakespeare? C'est ça, voilà, tu remplaces pas, là. T'as ton rôle puis tu joues. Exactement, tu recrées le rôle à quelque part. Tu recrées. Écoute, à Londres, quelle différence as-tu constaté entre Notre-Dame de Paris et en français et Notre-Dame de Paris en anglais, Leknerson? Ah, ben en anglais, c'est que Londres a une culture de la comédie musicale. Okay. Donc, ça fait toute la différence. Quand on est arrivé à Paris, on faisait le spectacle, on était tout seul. On a créé la comédie musicale à quelque part en France. Après Notre-Dame de Paris, il y a eu plein d'autres shows qui se sont faits qui étaient un peu... Notre-Dame de Paris a été un peu un canvas, un blueprint. C'est une base, et tous les autres ont un peu calqué là-dessus pour... Luc Plamondon a créé un genre avec Ricardo Cocciante, et bien avant avec Ricardo Cocciante, il avait fait la même chose avec Michel Berger. Mais il a créé un genre. Il a le pop, le côté opéra rock, c'est le genre qu'eux ont créé. C'est Berger, Plamondon, c'est Ricardo Cocciante et lui. Et ça, les autres l'ont repris. Maintenant, quand on arrivait à Londres avec cette façon de faire, les Anglais n'ont pas nécessairement tout de suite apprécié parce qu'on arrivait avec quelque chose qu'ils n'avaient pas eux-mêmes créé. C'était créé par un Québécois bien italien. Ça a connu un succès mondial, là. Mondial. Et ça continue, soit disant passant, les gens ne réalisent pas. Mais en 2018, il y avait encore des représentations ici. Il y en a encore ici, mais il y en a encore en France, il y en a encore en Italie, il y en a encore, à l'instant on se parle, il y en a en Italie, il y en a en Corée, il y en a en Russie. Est-ce qu'on t'a déjà... il y en a en Chine. Ça t'entendrait-tu rechanter, toi? J'ai vu les posters en chinois chanter. Ils l'ont fait en Chine aussi. Donc, c'est un peu partout. Ce qui est drôle, par contre, quand tu as fait la première d'une telle comédie musicale, je suis arrivé en Chine, j'ai été dans une salle où ça jouait, et en arrivant à la porte, quand j'ai demandé à rencontrer le programmateur de la salle de spectacle, il m'a vu, puis il est presque tombé en larmes. Là, ouais, parce que t'es le premier. Et moi, je ne me rends pas compte, là. Moi, je suis juste un gars qui arrive en Chine. J'étais en Chine. Là, qui me connaît en Chine? Sur 1 milliard d'habitants. Non! Le gars, il voit, puis... Ah! Puis il vient, il me serre dans ses bras comme si je l'avais toujours connu. C'est magnifique. Mais le rôle que tu jouais, c'était quand même la voix
des sans-papiers. On a Absolument. Tikenji Fakoli qui va adresser également là, la question, même ouvrir les frontières. Tu sais, tu vas t'impliquer plus loin, on le voit, tu vas être porte-parole de festival de la chanson de Granby un peu plus loin, mais même tu vas t'impliquer au niveau du ceci suite au tremblement de terre, même Bien avant avant. 2004, avant l'ouragan Jeanne. C'est à Oui, partir de oui. là que tu vas t'impliquer au Bien ceci. avant. Bien avant encore? OK, Ah là, je oui, peux oui. pas J'ai fait remonter. 6 ans au ceci. J'ai été OK. 6 ans au ceci en tant que porte-parole, oui, mais aussi en tant que coopérant. Mhm. J'ai jamais voulu être juste un porte-parole qui dit faire la pub pour le ceci, donner de l'argent au ceci. C'était pas ça OK, l'idée. ouais, OK. L'idée, c'était de participer. Moi, j'ai toujours voulu, dès le départ, je leur ai dit, si vous voulez que je travaille avec vous, je veux aller sur place. Je veux aider Nice, personnellement. nice. Je veux mettre ma main à la pâte, puis je veux comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et pendant 6 ans, eux, ils m'ont permis de rencontrer le monde. Ils m'ont permis de voir le monde et avec des gens qui étaient extraordinaires. Le Ceci, j'ai trouvé que c'était une des plus belles organisations. J'avais eu des offres de plein d'autres organismes, mais j'avais choisi le Ceci parce que leur salaire était correct, parce que l'argent allait là où ça devait aller. Parce qu'ils font un travail que moi je trouvais impeccable et je trouve toujours, je les suis des fois sur Internet, je vais voir ce qui se fait et ils font toujours un très bon travail, là, ceci. Donc, c'est pour ça que j'avais travaillé avec eux. Mais juste avant de revenir sur les sans-papiers, tu as même également, suite à l'ouragan Jeanne, tu as fait cet album Tipeia. CPIA, PIA, puis mon premier album. tu donnais en créole, fortement en créole, puis tu donnais peut-être $1 ou une certaine somme des ventes de l'album au Ceci. C'était dans tes premières implications sérieuses là, auprès du Ceci. Ben, on avait déjà été sérieux avant, on a ramassé des millions de dollars pour le OK, ceci. nice. Mais avec cet album-là, c'était très personnel parce que c'est quelque chose. Moi, j'avais fait plein de pays avant d'aller en Haïti. Et quand c'est arrivé, cet ouragan-là en Haïti, j'étais en train de travailler sur l'album créole. C'était un peu pour fêter le bicentenaire haïtien, cet album-là. Nice. Et la première chanson, Tipeia, on a sorti, c'était l'époque où on pouvait sortir une chanson à la fois. Donc, on avait sorti une chanson, un CD, juste la chanson, puis cette chanson-là, tout de cette chanson-là était donné à ça, pas une partie, c'était vraiment toute la chanson OK. qui était donnée pour ça. Puis le fait d'avoir représenté, d'avoir chanté, le fait d'avoir été la voix des sans-papiers, tu sais, quand on te choisit, puis c'est le rôle qu'on te donne, est-ce que tu sens qu'il y avait une responsabilité quand même? Parce qu'on sentait que tu chantais avec toute ton émotion, tu faisais vivre le personnage à tous ceux qui étaient présents lors de ces spectacles. Les sans-papiers, des hommes et des femmes. Tu sais, ça reste encore marqué, là, Luc Nerson. Est-ce que tu es conscient et surtout de l'impact que tu as eu en interprétant Clopin, mais également ce que cela représentait pour l'ensemble des sans-papiers en Europe, en France et partout sur la planète? On t'écoute. Écoute, le jour où il y a eu la première de Notre-Dame de Paris, pour répondre à ta question, je crois le jour avant, il y a une femme qui a été étranglée à mort par les policiers français alors qu'elle essayait d'aller vers la France. Et puis on la ramenait dans l'avion. Elle voulait vivre en France, on la ramenait dans l'avion. Et puis elle voulait tellement pas qu'on la tenait par le cou qu'elle a été étouffée. Tu sais. Donc oui, c'est un rôle, oui, c'est un personnage, mais souvent la fiction est plus la réalité est plus grande que la fiction, tu sais, parce que ça se passait là, ça se passait pour vrai. Les gens allaient se réfugier dans les cathédrales, dans les églises à Paris cette année-là, pendant que je chantais ça. Donc c'est pas juste est-ce que c'est moi? Non, pas du tout. Est-ce que je suis le porte-parole? Non, non plus. Être sans-papier, aujourd'hui, on le voit, il y a près de 50 millions de personnes qui sont déplacées presque à chaque année. Donc, près de 50 millions de personnes qui rentrent dans des frontières qui ne sont pas nécessairement accueillantes pour eux. Ils quittent pas leur pays parce qu'ils n'aiment pas leur pays, mais ils les quittent parce qu'ils n'ont pas le choix.
parce qu'ils cherchent une vie meilleure pour eux-mêmes, pour leurs enfants. Et aussi drôle que ça puisse paraître, souvent, ils vont là où les gens sont riches parce qu'ils sont pauvres. Ouais, c'est ça. Et c'est drôle parce que quand vous avez, par exemple, quelqu'un qui quitte les terres africaines, parce que quand on parle d'Afrique, on parle de 52 pays, et qu'il arrive en France, il peut regarder autour de lui et dire, ben, c'est bien beau la Ville-Lumière, Paris Ville-Lumière, mais Paris Ville-Lumière n'est pas possible sans l'Afrique. Parce que l'énergie française, elle est faite avec des réacteurs nucléaires. Donc maintenant, le plutonium, l'uranium, ben, il vient d'Afrique. Donc, si tu veux avoir une Ville-Lumière, tu as besoin de l'Afrique. Donc, de dire à l'Africain, rentre chez toi, ben, il est un peu chez lui. Et ton art est un peu vient de chez lui. Quand tu sais qu'il y a des centaines de milliards de dollars qui traversent de l'Afrique à la France, à l'Europe, à chaque année, ben l'Africain est quand même un peu en train de rentrer chez lui là. Okay. Mais que tu sais, c'est comme donc ces côtés-là. On dit sans papier, mais est-ce que c'est les papiers qui te donnent une appartenance? Est-ce que les papiers te donnent une appartenance à un territoire, à une terre? On vit ici quelqu'un qui vient en Amérique et qui est sans papier, mais l'Amérique, excuse-moi, là, mais c'est une terre qui a été gagnée à force de génocide. Hein? Donc, ça appartient à qui, l'Amérique, finalement? Qui a les vrais papiers, là? Ouais, c'est ça. Hein? Okay. Alors, allez en parler à une couple d'Amérindiens, vous allez voir. Intéressant. On peut en parler longtemps. Donc, hey, Lac-Merson, des fois ça arrive, là, mais pas de problème. Lac-Merson, tu sais, t'en as fait, oui, Notre-Dame de Paris, t'étais dans Roudlock, mais t'as pas chômé entre-temps non plus. Parce que toi, oui, tu es né en Haïti, mais t'as quand même une appartenance importante comme toute personne foulant le sol d'un nouvel endroit. Le Québec, tu l'as épousé comme terre d'accueil. Écoute, tu vas quand même t'impliquer au niveau de la musique. Là, tu commences à être une grande célébrité à ce moment-là. Tu vas être porte-parole du festival de la chanson de Granby, qui est quand même un des grands festivals là, ici au Québec. Et tout de suite, peu de temps après, tu vas nous sortir un album. Ça, là, ça reste dans l'histoire quand même. 12 chansons québécoises. Tu nous présentes des auteurs, des artistes incroyables, tels que Boule Noire pour les plus jeunes qui n'ont pas la chance de le connaître. Comment est son vrai nom? Thurston, comment? George Thurston. Ouais, exactement. Tu vas nous présenter Le Bon Gars de Richard Desjardins également. La moto de machine. Ouais, Lindbergh, Charlevoix. Absolument. Écoute, le fait d'avoir fait cet album, ça, c'est incroyable. On t'en met un autre suite après. En 2003, tu vas nous sortir un autre album incroyable. Je veux que tu commentes les deux, s'il vous plaît. Soul. Ça, là, c'est un de tes très, très, très beaux albums, Lac-Merson. Tu sais, on a les instruments avant, au tout début. C'est vraiment un album qui fait danser. Le fait de nous avoir présenté deux styles d'albums. Un album plus terroir, si on veut, puis un album plus... Funk, soul. Ouais, exactement. On t'écoute. Regarde. Dès Roadlock, l'une des raisons pourquoi Roadlock, au départ, quand on a créé ça, on a eu du fun, puis c'est que Roadlock n'avait pas de... Roadlock n'a jamais été dans une boîte. C'était très drôle de voir des critiques écrire. Ils font de la soul, rock, funk, hip-hop. Ils ne savaient plus quoi écrire. Puis, ben, la musique, c'est une langue universelle. Donc, pourquoi se limiter? Et tu vois, quelque part, avec Roadlock, on était un peu d'avant-garde. Parce que regarde aujourd'hui, à cette époque-là, quand on rentrait dans une discothèque il y a 30 ans, là, je ne sais pas si tu le réalises, mais il y a 30 ans qu'on rentrait dans une discothèque, tu étais soit disco ou tu étais rock. Ouais, c'est Saint-Denis, un peu Rachel, rock un peu. C'est ça, là. C'est ça. Okay, t'étais disco ou t'étais rock. Tu ne pouvais pas être les deux. Là. Puis si t'avais été rock, tu ne vas pas voir les discos. Puis si t'étais disco, tu ne vas pas chez les rock. Là. Ça se mélange pas. Aujourd'hui, quand tu rentres dans un club, mon ami, il y a une chanson country qui joue. Ouais. Tout le monde écoute. Puis même une chanson country mélangée avec du hip-hop.
Tout le monde l'écoute. Puis juste après, tu as une chanson de dance, chanson de disco. Exactly. Puis juste après, tu as du hip-hop francophone, tu as du site. Tout est mélangé aujourd'hui, puis il n'y a personne qui fuit. Tout le monde écoute tout. On est rendu là. Nous, on y était il y a 30 ans. Et fait pour moi, de faire même à la limite, je te dirais faire un album soul, aujourd'hui, je ne ferais plus jamais ça. Parce que c'est trop. Oh, mais trop ça ressemble un peu Ben l'Oncle Soul. T'étais déjà là. T'avais déjà cette sonorité qui a fait son chemin durant les années 2010-2015. Mais toi, t'étais déjà là comme 20 ans avant, Luc Nerson. Ben ça, c'est l'ouverture québécoise. Tout à l'heure, t'as dit quelque chose, t'as épousé le Québec. Je ne peux pas épouser le Québec. On peut s'épouser. Ah, ouais, c'est vrai, tu sais. Ouais. Un mariage, c'est à deux. Là, ouais. Il faut qu'elle veuille te marier. On se comprend, c'est clair. On est d'accord. Je peux pas épouser le Québec, mais on peut s'épouser. Puis on s'est épousé. On s'est joint. Puis je le sais profondément, parce que dans les beaux moments, de voir les gens t'applaudir puis t'aimer, c'est facile. Là, tu dis, ils m'aiment. Mais quand tu vis les moments difficiles, puis que tu marches dans la rue, dans des moments graves. On va en parler dans quelques instants. On va en parler. Mais quand ça arrive, puis que ces mêmes Québécois-là traversent une rue, puis viennent te voir, puis disent, hey, M. Merville, on le sait que tu vis quelque chose de tough, là, mais on t'aime. Ça fait. Fait que là, tu sais qu'on est vraiment mariés. Parce que quand tu te maries, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ça te rappelle pas le titre d'un album, ça? Ouais, ben. on y arrive, Luc Merville, parce qu'en 98, tu vas nous sortir pour le meilleur et pour le pire. Ton album, avant, t'avais Aller Simple, tout également, époque Roadlock, époque Luc Nerson Merville en solo. Moi, je vais tester un peu, parce que t'en as tellement fait des affaires. Ton album Soul, que moi, je trouve comme très avant-gardiste pour l'époque, là, tu sais, quand même. Tu dis, elle est pas cool, la vie. Elle est pas relax, la vie. Elle est pas... tu sais, c'est vraiment intéressant comment tu amènes ça. Pas belle la vie. Les poussières d'étoiles, voilà ce que nous sommes. L'existence d'une escale. Est-ce que tu te rappelles encore de pas mal toutes tes paroles, Luc Nerson? Ça, là. Moi, c'est souvent... J'ai posé la même question à Michael Benjamin, que tu connais. Je lui ai posé la question, tu sais, quand vous avez autant de chansons, tu sais, est-ce que tu t'en rappelles encore? Si demain matin, quelqu'un t'appelle et dit « Luc Nerson, on veut nous jouer telle chanson, est-ce que tu serais capable? » La sincère, tu sais. I'm real. Je suis sincère. I'm real. Ouais, vas-y donc. Il y en a certains, il y a des chansons dont je vais me souvenir des textes, oui. Il y en a que je me souviens un peu moins, mais je me souviens de l'état d'esprit. Et je me souviens d'où j'étais quand je l'ai écrit. Je me souviens de l'émotion que ça dégageait. C'est quand tu me dis les poussières d'étoiles, voilà ce que nous sommes. Ça, quand je me souviens de ces chansons-là, déjà, juste la première phrase, on le sait, là. Cette chanson-là, elle dit, hey, elle est pas belle la vie, elle est cool la vie, il n'y en a pas de problème. Arrêtez de vous créer des problèmes. On est né pour être unis, on n'est pas né pour être séparés. On n'est pas né pour avoir des secrets l'un l'autre. On est capable, si on se concentre vraiment, là, de voir ce qui nous unit, beaucoup plus que ce qui nous sépare. Il y a tellement de choses qui nous unissent que des fois, je me demande comment il se fait que ces choses-là n'aveuglent pas ce qui nous sépare. Parce que ce qui nous sépare est tellement infime. Donc pour moi, c'est intrinsèque à ma façon de voir la vie et ma façon de penser. Et je peux pas voir les humains comme étant séparés. Pour moi, un humain, c'est un humain blanc, noir, vert, jaune. Je m'en fous de la couleur. Je m'en fous pas. Elle existe. Il y a une histoire. Mais juste, moi, d'entendre souvent des concepts à la télévision, quand on parle de concepts de race, juste d'entendre les gens dire, l'individu était de race noire. Quelle race noire? Race humaine. C'est un homo sapiens sapiens. C'est incroyable. Si tu veux me dire que oui, c'est un individu qui avait la peau noire, je te comprends. Mais c'est pas une question de race. On n'est pas des chihuahuas, là, des bulldogs, là. Arrête, là. C'est des humains, point. Mais ça, il va falloir à un moment donné qu'on le réalise. On va le réaliser peut-être le jour où il va y avoir des extraterrestres qui vont descendre sur Terre. On va se dire, finalement, on est des humains. Mais ça, c'est quoi, là? Mais Luc Nerson, tu sais, toi, l'humanité est importante pour toi. En 2004, écoute, tu vas recevoir une distinction incroyable. Tu vas recevoir la médaille de la paix du YMCA. C'est-à-dire, là, on reconnaît à ce moment-là
que Luc Merville, écoute, sa contribution pour l'intégration des nouveaux arrivants à la société d'accueil, tout ton travail à l'international, c'est quand même reconnu. En as-tu été fier lorsque tu as reçu ce prix quand même? Tu sais quoi? Oui, je peux pas te dire que je suis pas fier quand on me donne un prix, mais en même temps, je fais jamais rien pour avoir un prix. Non, on fait pas les choses pour les prix, on les comme fait ton parce Metro Star aussi, parce que tu as quand même animé Mixmania un Ouais. certain moment, puis tu as reçu un Metro Star. C'était gros, ça, à Ouais. l'époque. Je pense que c'était sur la 7, Canal 7, Channel 7 ou... Mais c'est Vrac TV, c'est Vrac TV. C'était Vrac TV, hein? C'est Ouais, le ouais. genre de canal famille de l'époque. Ben ouais, c'est ça. Donc, tu reçois quand même un C'était Metro Star, là. Ça a un peu créé cette station-là, je vais te dire, parce que tout le monde était branché pour écouter ça tous les vendredis. Ça, c'est une des choses dont, tu vois, tu parles de fierté. Oui, je suis fier de ça parce que Metro Star, c'est le peuple québécois qui te nomme. Fait que, tu sais, quand je te disais tout à l'heure la couleur, mais les jeunes qui écoutaient ça, là, ils étaient toutes les couleurs. Ouais. Ils écoutaient, puis c'était un black qui animait, puis c'était pas important pour eux. Ce qui est important, c'est l'énergie qui passait. Et pourquoi je suis fier de cette émission-là? C'est une des premières émissions qui était un reality show. Ouais, c'est comme un peu Star Academy, genre. Exactement. Mais j'avais exigé, si vous voulez que j'anime ça, j'aimais pas ça, les reality shows. J'avais vu ce que c'était pendant que j'étais en France. Et je leur avais dit, OK, si vous voulez le faire, bon, ça me dérange pas de la nuit, mais vous allez vous assurer que l'argent va aller aux enfants pour vrai. Vous allez vous assurer que ça va être mis de côté pour eux quand ils auront 18 ans qu'ils l'aillent. Vous allez vous assurer qu'on va les respecter, qu'on va faire attention à eux, qu'ils vont être... Tout ça, pour moi, avait été très, très, très important pour cette émission-là. Et, tu sais, des années plus tard, des fois, j'ai recroisé certains d'entre eux, de ces enfants-là, qui sont venus me voir et me dire merci, tu sais. Puis moi, ça me fait tellement chaud au cœur, tu sais, de savoir que ça avait été correct, tu sais, que ces enfants-là, ils l'avaient bien vécu, que tout s'était bien passé. Superbe. Écoute, tu es dans une période foisonnante à ce moment. Tu vas animer tout plein d'événements. Entre autres, écoute, tu as déjà animé la Fête du Canada en 2000, mais... Et celle du Québec. Ben c'est ça, en 2005. En 2005, tu as quand même animé la Fête nationale du Québec. C'est plein ou à Parc Maisonneuve? C'est plein. C'est plein, donc la vraie, en tout cas, pour moi, hein, qui a vécu à Québec, la vraie Saint-Jean. Dans le temps, avant que Monsieur Labombe nous chope un peu notre belle Saint-Jean-Baptiste, la rende un peu trop conforme. Mais bon, hein, j'aurais eu sûrement la chance d'y en parler. Mais comment tu as vécu cette expérience-là, d'animer les fêtes nationales vite? Québec, c'est Québec, man. Québec, c'est pas Montréal. OK, on va se le dire. Oui, je suis Montréalais, je viens à Montréal, mais Québec, c'est Québec. C'est Québec. Puis Québec a son énergie. Québec, moi, j'adore Québec, personnellement. Moi, j'ai vécu à Québec. Ben, j'aime la vibe de Québec. C'est une belle ville. C'est clean. Monsieur Labaume, on peut dire ce qu'on veut, mais il a changé Québec. Il a amené plein de trucs positifs à Québec. C'est sûr. J'ai été me promener à Québec dernièrement. Pendant la pandémie, j'ai fait j'ai pris des vacances internes. J'étais à Québec. J'étais à Québec, man. J'ai été me promener dans Québec. Nice. Ça me manquait, puis j'ai eu du fun. Puis j'invite les gens, si vous écoutez, là, si vous voulez vous promener, là, avant d'aller nulle part ailleurs, promenez-vous ici au Québec. C'est beau, le Québec. Profitez-en. Moi, j'ai fait la même chose cet été. J'ai été à Malbaie, man. J'ai passé tout le long du fleuve au complet jusqu'à Gaspé, man. C'est ça, là. Fait... Intégré ou non? Intégré? Tigidou, on va dire Tigidou de même. Mais j'ai trippé, c'est beau, les gens sont faits, la bouffe est bonne, tu vois que les gens y veulent, puis tu vois que le Québec change énormément aussi. Il y a des Français partout. Ils sont plus sur le plateau, juste sur le plateau. Ils ont envahi le Québec au complet. Comme les Haïtiens. Ils sont partout, mais il y a des Asiatiques partout aussi. Il y a des Blacks partout. Il n'y a pas une ville où j'ai été, j'ai pas vu des gens de partout. C'est vrai. Et ça, c'est le Québec d'aujourd'hui. Le Québec a changé et il continue à changer. Moi, je trouve ça beau. Hey, quand j'étais petit, bro, quand je rentrais dans une école, tu vois, j'ai une dent cassée ici. Ben, j'étais le seul black dans l'école quand je suis arrivé là, tu sais. Aujourd'hui, bonne chance de trouver une école au Québec ou ne serait-ce qu'à Montréal, là, où tu vas être arrivé et être le seul qui vient d'ailleurs. Coloré, ça se peut pas. C'est sûr. On n'est plus là. Le monde a changé. Puis c'est pas mal pareil un peu partout dans le monde, tu sais. Écoute,
t'as animé la Saint-Jean-Baptiste. On sait que toi, l'autodétermination de tout peuple, c'est important. À un moment de ta vie, tu étais un des fervents défenseurs de l'indépendance du Québec. Aujourd'hui, est-ce que ta position a changé? Ben, je dois t'avouer que oui. OK, la Moi, question je est dois bonne. t'avouer que Ah, oui, ah, ma OK, position, bon. elle n'a pas changé sur l'autodétermination. Mais aujourd'hui, je crois que tu peux être capable de dire, regarde, je suis ce que je suis. Euh, mais en se disant aussi, regarde, il y a moyen qu'on vive ensemble. Il y a moyen, Mhm. accepte-moi tel que je suis, accepte ce que je suis capable d'apporter, laisse-moi être en contrôle de certaines choses, mais on peut vivre ensemble. De toute façon, le monde entier s'en va dans cette direction. Les frontières vont devoir, ils sont déjà en train de le faire. On le voit à travers les réseaux sociaux, on le voit à travers les médias, ça se fait déjà. Quand une nouvelle est donnée aujourd'hui, le monde entier l'entend. Et le monde entier l'écoute. On sait ce qui se passe un peu partout. Ou si on ne sait pas, c'est vraiment parce qu'on veut pas, parce qu'on peut. C'est possible. Et ça nous rapproche. Je peux te dire, je fais beaucoup de voyages. Quand j'arrive au Congo, où j'étais il y a à peine un mois, ben, les jeunes sont habillés comme les jeunes d'ici, là. Ils écoutent à peu près la même La même musique. affaire, ouais. Fait que, puis j'arrive, je passe en Chine ou je passe en Corée, je vais en Amérique du Sud bientôt. C'est à peu près les mêmes choses qu'on écoute, là. On écoute à peu près les mêmes musiques, on s'habille pareil, on a à peu près la même culture, on se comprend, tu sais, on se comprend, Mhm. on se parle, puis on réalise où on a les mêmes préoccupations planétaires. Nos préoccupations ne sont plus seulement locales, elles sont planétaires. Donc, c'est pas la tendance à aller vers les voitures électriques, c'est pas une tendance québécoise, là. C'est une tendance C'est planétaire. planétaire. La tendance à vouloir qu'on change notre façon de faire politiquement en ce qui a trait à l'environnement et en ce qui a trait au racisme, en ce qui a trait à l'acceptation de l'autre, quel qu'il soit, pas juste du racisme, mais Mhm. de l'humain, quel qu'il soit, puis le LGBT, puis tout l'alphabet qui va avec, là, Mhm. c'est planétaire, c'est pas Mhm. local, c'est pas nous autres, on n'est pas spéciaux, là. C'est la planète. Fait que ça aussi, on est dans une période de changement, tu sais. C'est Mais ça. la Société Saint-Jean-Baptiste, quand même qui défend le fait français, a reconnu ton apport à la société québécoise. Il t'avait remis une distinction Patriote de citoyen ou l'année. un patriote de l'année, quand même. Tu sais, c'est intéressant, là. Moi, je trouve Ils me que l'ont c'est... enlevé aussi. Ah, ouais, OK. OK, Ils me bon. l'ont enlevé, mais je vais te dire une Mhm. affaire. Ils me l'ont enlevé parce que, bon, tu sais ce que j'ai vécu, Mhm. puis Mhm. à On cause va de en ça, parler eux dans quelques autres, secondes, hein. oui, Mhm. oui, ils me l'ont enlevé. Et ce que je leur ai répondu est très simple. Le jour où ils me l'ont donné à table, la première chose que je leur avais dit, je n'ai rien fait pour ça. J'ai fait des choses parce que j'y croyais. Vous me le donnez, je l'accepte humblement, OK. mais je ne l'ai pas fait pour ça. Fait que si vous me l'enlevez, ben, regardez, je l'avais pas YMCA fait te pour ça. l'ont pas... Non, non, mais je veux dire, OK. ils m'ont dit, ils m'enlèvent euh, Registre, là. de leur registre officiel et tout ça. Mais ça, euh, tu sais, c'est drôle. Tu as des gens, tu poses des gestes et les gestes parlent pour eux-mêmes. T'as des choses qui vont être faites. Tu dis, le gars, mettons, il a bâti un édifice. L'édifice est là. L'édifice a été là, il a fait ses preuves, ça a été fait, ça a été bien fait. Tout ça. Cet être-là pose un geste humain Mhm. qui paye pour son geste. Ne ment pas, le dit, oui, oui, j'ai fait ça. Il est arrivé ça, je l'ai vécu, il est puni pour, il a réglé son affaire. Puis là, tu lui dis, ah, ben, on enlève son nom du building. Ben, voilà, il l'a fait, le building, là, c'est son building. C'est lui qui l'a bâti, cet édifice-là. Fait que tu peux pas vraiment y enlever ça. Tu peux parler de ce qu'il a fait, ça, il n'y a pas de problème. Mais tu peux pas dire qu'il n'a pas fait ça. Parce qu'à Et l'époque, il on l'a est dans fait. ce Ouais. monde-là où on n'est pas on n'est pas toujours vrai dans nos façons de faire. Mais heureusement, tu vois, les réseaux sociaux sont là, les médias sont là, le monde est en train de changer pour le meilleur et pour le pire, encore une fois. Il y a du bon dedans, il y a du mauvais. Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec, qu'on crée des lois Les pour encadrer. encadrer tout ça. Puis il va falloir qu'on revienne à une certaine vérité aussi. Donc, c'est une question de temps. Et, tu sais, moi, toute l'affaire de MeToo et tout ça, sincèrement,
je suis tellement heureux que ça se passe. Là. Je trouve que c'est une très bonne chose dans mon âme et dans mon être. Je l'ai répété à plusieurs reprises que je suis féministe dans ma façon de voir. Et je le suis, mais je suis plus que féministe, je suis humaniste. Il ne faut pas faire les choses en disant c'est pour les femmes, il faut le faire pour l'humain. Ce que l'homme va faire pour que la femme vive mieux va faire en sorte que l'homme vit mieux. Ce que l'homme va faire pour que, peu importe la personne vive de façon égalitaire, va pas être bonne juste pour le gay, la lesbienne, ça va être bon pour tout le monde. C'est bon pour le monde entier que tout le monde soit bien, puis qu'on vive de façon égalitaire, puis qu'on se reconnaisse pour ce qu'on est réellement et qu'on s'accepte. Non pas qu'on se tolère. Moi, je veux pas qu'on me tolère, je veux qu'on m'accepte. Fait d'accepter cette acceptation-là, elle est humaine, elle est bonne pour tout le monde. Jamais je serai contre ça. Mais ça ne veut pas dire non plus que les humains ne peuvent pas faire d'erreurs. On le sait, les humains font des erreurs. On est des humains, on fait des erreurs. Maintenant, il y en a des plus grosses que d'autres, mais on les fait. Puis quand on les fait, la seule chose que je considère, et c'est ce que je dis à mon fils, c'est ce que je dis à mes filles, et aux gens qui me croisent, la seule chose, c'est que lorsqu'on fait une erreur, on le reconnaît. On le reconnaît, on vient, on le dit, puis on passe à travers ce qu'il faut passer à travers, puis après, pour moi, on va au-delà de ça, on apprend de ça, et on grandit et on passe à autre chose. Quand c'est fini, c'est fini. On passe à autre chose. Puis moi, c'est ce que je fais, je passe à autre chose. Bon, incroyable. Ben, écoute, Luc Marvin, on va en parler dans quelques instants, mais pas trop longtemps, mais parce que tu sais, t'en as déjà parlé un petit peu là. T'as toute une carrière d'animateur, tu fais les fêtes nationales, tu vas même voyager Admare Usco Admare au Canada, Coast to Coast, cette émission que tu vas animer pour Radio-Canada. Par la suite, on se disait même à l'époque, Luc Nerson, est-ce qu'il s'en va en politique? Parce que tu vas quand même animer une émission d'affaires publiques, le 39-50. C'est quand même aussi très intéressant. Mais tu t'arrêtes pas juste à l'animation. Tu fais également des chansons pour les films. Tu vas, t'es acteur. Tu vas jouer dans le film de Dany Laferrière. Ensuite, C'est pas moi, c'est l'autre. Tu vas même donner la réplique, je pense, à Dimanche à Kigali. Il joue également dans ce film-là. Petit Foucard et autres histoires. Aussi en France. Ensuite, ça, on a parlé des films dans lesquels que tu as joué, mais c'est ça, toi, ton début au cinéma, c'est dans ce film Betty Fischer et autres histoires. Ça, c'est quand même en 2001. Ta carrière d'acteur, là, est quand même incroyable, Luc Nerson. Ton plus beau souvenir? Écoute, moi, j'en ai pas fait du tout de film, là. Je pense que 90% des Québécois n'en ont pas fait de film. Donc, c'est incroyable. Vu de même, ça passe, hein? Ton plus beau souvenir sur un plateau de tournage, t'as rencontré, écoute, des gens qui sont immortalisés, Dany Laferrière, tu vas jouer avec Michel Mambara, grand humoriste qu'on a eu à l'émission, Makakoto, monsieur le député, entre autres, tu sais, un de tes beaux souvenirs sur un plateau de tournage. On t'écoute, Luc Nerson. Sur les plateaux de tournage, déjà, les choses que j'ai trouvées tripantes, c'est de croiser les autres acteurs, c'est d'apprendre d'eux, c'est de voir comment eux abordaient leur personnage, leur rôle et tout ça, et puis de voir les humains aussi. Parce que sur un plateau, il y a un moment où c'est toi qu'on filme, puis il y a un moment où c'est l'autre qu'on filme. Pendant qu'on te filme, c'est là que tu vois la générosité des gens. Il y a des gens, tu les vois, là, puis ils sont dedans. Puis c'est là aussi que tu te rends compte pourquoi les grands sont grands. Pourquoi ils sont ce qu'ils sont. Tu sais, quand j'ai fait, tu as parlé de C'est pas moi, c'est l'autre, dans C'est pas moi, c'est l'autre avec... C'est pas moi. C'est pas moi, c'est l'autre avec... Donne-moi son nom. Grand acteur québécois, très, très, très grand acteur québécois. C'est Rémi. Non, c'est pas Rémi Gérard, c'est... il joue dans tout. C'est la femme Nikita. Je joue dans Nikita, Nikita. En anglais. En anglais. Attends, je le regarde. On est en 2020. Non, cherche-les entre-temps. OK, ça, c'est cool, ça. J'aime ça. Je vais le chercher parce que excuse-moi, j'ai un blanc de mémoire. Non, ça, c'est... Mais, tu vois, je me souviens de l'essence de la personne, comment il avait été cool, là. Puis je vais rire de moi quand je vais le trouver dans 2 secondes.
J'espère qu'il va. De toute façon, il va regarder l'entrevue et il va dire ça après Luc Nerson. Il se rappelait pas de mon nom. Non, je suis pas bon dans les noms. J'ai jamais été bon dans les noms. Je m'en T'as cache jamais pas. été bon des noms. Mais Non. Luc Nerson, tu sais, on parle un peu de ta carrière d'acteur, de chanteur. Excuse-moi. Je Ouais. l'ai dit que j'allais rire de moi. Là. Oh, Vas-y donc. Roy Dupuis. Oh! Ça même Ben pas là, de t'aurais dû goût. dire sexe symbole du Québec parce que ça a l'air aussi que tu as été. Je pensais que c'était toi, le symbole Non, du mais Québec. tu as été reconnu comme plus bel homme, tu sais, comme homme le plus sexy du monde là, sur Google. Le Là, quand on monde, fait les t'es-tu recherches. malade? Ouais, je te le dis. Ah! Oui, Luc Nerson. Mais en Hey, tout arrête cas, pas ça, moi, toi. OK. Ça a l'air Arrête été pas même ça. pressenti pour être le prochain acteur tu sais, en remplacement, là, tu vas jouer James Bond. Tu sais qu'on Ça a te dit déjà. quelque chose? Ça te dit quelque chose, Donald Trump? Fake news, man! Fake news, hein? OK. Bon, on va prendre ça comme Fake ça. news, Ouais, bro! on va prendre ça comme Roy ça. Dupuis. Je Roy revenais à Roy Dupuis. Dupuis. OK. C'est là que tu te rends compte pourquoi les gens travaillent, ceux qui travaillent autant travaillent autant. Le gars, là, toujours à là, il arrive là, son texte, il l'a sur le bout de la langue. On dirait qu'il joue, mais on dirait qu'il parle. Là. OK, nice. Il est vrai. Et il est capable de dire hey, viens dans ma loge, j'aimerais ça te parler. Puis je m'assois avec lui, puis il me dit écoute, dans tel truc, fais ci, fais ça. Il donne des trucs, mais humblement, là, cool, chill, relax. Puis vraiment, là, c'est ces gens-là, quand tu les croises, quand tu les rencontres, c'est là que tu te rends compte, OK, c'est pour ça. Quand tu me parles d'expérience, pour moi, sur un plateau, c'est de croiser les autres, c'est de voir comment eux, ils sont, la personne derrière le personnage, et de voir comment ils interagissent avec toi, puis c'est des gens qui m'ont marqué comme ça, que j'ai rencontré, d'aller à la rencontre d'un être humain. Là. Puis, même au cinéma, les gens ils ont l'impression que peut-être que le star system aux États-Unis, c'est quelque chose, mais au Québec, c'est autre chose. Au Québec, les gens sont plus humains, sont plus vrais. Et on le voit même aujourd'hui en temps de pandémie parce que les gens travaillent moins. Et on demande, j'ai entendu ça à Radio-Canada l'autre jour, une demande carrément publique de dire aux gens, écoutez, vous savez, on n'a pas le système Hollywood, PQ, là, c'est pas LA, là. On n'a pas le système, on fait pas des 15 millions par film, là. Fait que là, quelqu'un au Québec qui peut pas travailler pendant un an, là, qui est un acteur que tu as vu à TV à tous les jours, ben là, s'il s'en va être travailler chez Métro parce qu'il faut, fallait pas chier, là. Écoeure-le pas, c'est pas parce que ça y tente. Son métier, c'est acteur, mais il faut aussi qu'il survive, il faut aussi qu'il mange, il faut aussi qu'il s'occupe de sa famille. Fait que s'en va travailler dans un bureau de poste, puis tu le vois, écoeure-le pas, là. C'est un citoyen. Fait que ça, pour moi, quand j'entends des choses, moi, ça me touche, premièrement, ça me fait de quoi, parce que je suis un artiste, moi aussi. Mais, tu sais, ça vient crier plus haut, plus fort que moi, les raisons pour lesquelles j'aime le Québec. Parce que ça, on est capable de dire ça, nous, des choses de même à la télé. Nice. Et dire aux gens, faites attention à nos artistes, parce que là, on n'est pas des millionnaires. Puis là, il y en a là, qui sont dans la misère à cause de ce qui se passe là. Vous comprenez tout ce qui se passe. S'il vous plaît, soyez corrects avec eux autres. Fait que le gars, oui, il est un chanteur, c'est un guitariste, mais là, aujourd'hui, il est obligé de faire autre chose. Engage-le, là. Il en a besoin. C'est clair. C'est pas parce que tu l'as vu à TV qu'il est riche. Et ça, je trouve ça correct. Luc Merville, Luc Nerson, très rapidement, on sait que qui dit quelqu'un qui a une carrière publique, eh bien bon, on va scruter un peu ce que tu fais. En 2011, toi, tu étais déjà impliqué avec le Ceci. Tu avais fait des singles, comme on dit, des simples. Tu avais remis tous les fonds déjà. Tu aidais ton prochain. Et en 2011, dans cette volonté d'aider Haïti, tu avais même eu une certaine pause sur tes activités professionnelles, là, comme tu as l'habitude. Tu as parti ce projet. Il y a certaines personnes dans les médias, on a vu, qui ont fait des sorties disant que ouais, ça a l'air que Luc Nerson, village, ouais, on le sait bien.
qu'aurais-tu à nous dire? Les internautes t'écoutent. Ça fait un petit moment là, que tu n'as pas donné d'entrevue. Merci d'être à Coconut Podcast, Luc Nelson Merville. Je sais, bon, en Asie, en Afrique, tu en donnes. Ici, on n'a pas eu la chance nécessairement de t'entendre ces derniers temps. Qu'aurais-tu à dire à toute personne qui n'aurait pas compris ce qui s'est passé avec Village? Alors, déjà, je vais te dire une première chose. Je vais te dire que je suis tanné d'en parler parce que, à un moment donné, quand quelque chose s'est passé il y a 15 ans, 20 ans, puis que tu en as parlé 500 fois, c'est passé. À un moment donné, c'est passé. Tu l'as expliqué. Ça a été dans les journaux. Ça a été expliqué dans les journaux, mais comme on le sait, on sait comment fonctionnent les médias. Quand on parle d'un scandale, on en parle gros comme ça, puis quand on dit ce qui est arrivé réellement, on en parle gros comme ça. Puis quand on en parle gros comme ça, t'as beau le dire, puis le répéter 100 000 fois, les gens vont se souvenir de ce qui avait été vu gros comme ça. Pas de ça. Fait que je l'ai fait, je l'ai expliqué à maintes reprises, et réexpliqué. À un moment donné, moi, je passe à autre chose. Les gens, oui, vous pouvez retourner dans les médias, aller checker, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça ne s'avérait pas. Puis la logique derrière tout ça, une logique toute simple. Juste avant de Village, ce qui m'a amené à créer Village, c'est qu'on venait d'avoir un tremblement de terre en Haïti. On a le Québec en entier a aidé à amasser, a battu un record mondial, a amassé plus de 8 millions de dollars en moins de 2 heures de Téléthon, une émission spéciale qui était sortie, tout ça. On parle de 8 millions de dollars donnés. 8 millions, là, OK, donnés pour Haïti. Et juste après, avec ma famille, avec mes enfants, j'ai passé tout l'été à faire des shows gratuitement, 0 sous, avec l'Orchestre symphonique de Montréal qui m'invitait à aller chanter. Puis après, je passais le chapeau. Toi, ça? Oui, moi. Le chapeau, moi et mes filles, mes amis sont venus avec moi passer le chapeau pour ramasser des sous. On a ramassé 47 000 $ environ. OK? En passant le chapeau. Ouais. Maintenant, on a pris cet argent-là, il a été mis dans un compte en banque. Puis c'est avec cet argent-là qu'on voulait partir Village, puis pour partir au moins se structurer, pour ensuite créer une BNL, ONG, qui allait éventuellement probablement devenir une ONG, mais une OBNL pour pouvoir éventuellement aller aider Haïti. On a été là-bas, on a fait des rencontres, on a eu accès à les terres, on a eu accès à les gens. Puis là-bas en Haïti, sincèrement, tout était correct. Les gens ont été ouverts, les ministres, les papiers, c'était facile. C'est pas là qu'on a eu des problèmes. OK, on a eu des problèmes plus avec l'ONU puis tout le reste. J'ai eu une lettre chez moi de M. Bill Clinton signée de sa main disant « On est derrière vous, on va vous backer pour votre projet, tout ça. » On n'a jamais reçu un sou de ça. Et on n'est pas les seuls. Il y avait 140 projets d'accepter, 140 projets qui ont reçu cette lettre-là. Et puis, aucun d'entre eux n'a jamais rien reçu. Fait que ces choses-là, les gens ne les entendent pas. Et on a beau le répéter. Les gens, tout ce qu'ils regardent, c'est le gros affaire qui était écrit. Ils ont volé 47 000 $. Ce 47 000 $-là a été tout est là au complet. Et ça a été mis dans le Journal de Montréal, 4 pages pour l'expliquer aux gens. Parce que quand tu commences une compagnie, tu le sais comme moi, tu commences une compagnie, tu t'incorpores, tu fais tes affaires, tu dépenses, le temps de tout organiser, on peut perdre le fil de certaines choses. Ça ne veut pas dire que tu voles, ça veut dire que tu es en train de gérer ton affaire. C'est ça que ça veut dire. OK? Puis c'est tout ce que c'était. Et on a été vérifié par la plus grande firme, par une des plus grandes firmes au Québec de vérification d'une firme comptable, qui a tout vérifié, qui a dit, ben non, tout est correct. C'est juste que les médias, ils prennent ça, ils en parlent d'une manière, mais la réalité, c'est que l'argent est là, puis tout est correct. C'est 47 000 $. On vient de donner 8 millions, là. Fait qu'il n'y a pas volé. Luc Nelson Merville, à ce moment-là, même aujourd'hui, il me semble, en tout cas, on ne va pas rentrer dans vos affaires personnelles, je me dois dire vos affaires. Mais là, en tout cas, il y a eu mauvaise presse à ce moment. Ouais. C'est des choses comme ça. Mais l'idée, à la base, ça a toujours été de faire du bien. Et sincèrement, une autre chose aussi, que des fois, les gens, ils ne réfléchissent pas. Quand on parle d'une affaire comme Village, au Québec, on n'est pas à Timbuktu, là.
On est au Québec. Si tu voles 47 000 la police vient chez vous, là. Ouais. J'ai jamais vu la police, là. Non. La police vient chez vous, les gens officiels vont vous demander où est l'argent, puis tout ça. Jamais, zéro. Fait que ce qui est écrit dans les papiers, puis la réalité, c'est deux choses. On est souvent, bien des gens, pas juste moi, bien des gens sont souvent confrontés à venir s'excuser ou à venir demander pardon pour des choses que dans la réalité, dans les faits, si effectivement ils avaient fait ce on les a accusés d'avoir fait, ils auraient été soit poursuivis, la police aurait frappé à leur porte, il y aurait eu du monde. Mais jamais rien de ça est arrivé, puis ils sont obligés d'aller s'excuser. Ouais, ça, c'est un peu plus plate. Oui, mais ça arrive tout le temps. Puis les gens, ils préfèrent aujourd'hui aller s'excuser que parce que tu as des groupes qui travaillent sur les images. Puis ces groupes-là vont te le dire, ils vont te dire, regarde, va t'excuser, c'est mieux. Sinon, ça va être trop long. De toute façon, dans 6 mois, tout le monde va tout avoir oublié. Leknerson Merville, on poursuit. En 2014, tu vas entendre un ding-dong. C'est pas une bonne nouvelle. Puis moi, j'aimerais t'entendre là-dessus. Et tu vas passer une période, tout le monde un peu connaît un peu l'histoire, mais les procédures vont quand même être assez longues. Ben, écoute, déjà... De 2014 jusqu'à 2017, ben, c'est ça, tout le monde, on connaît l'histoire. Tout le monde connaît l'histoire, mais non, vous ne connaissez pas l'histoire. Les gens ne connaissent que... Lorsque vous écoutez ce que vous disent les médias, il y a ce que vous disent les médias, il y a ce qui se passe en cours, et il y a ce qui s'est passé réellement. Et ça, il y a deux personnes qui peuvent le savoir. C'est les deux personnes qui l'ont vécu. Donc, non, vous ne connaissez pas l'histoire. Vous savez ce qu'on vous a dit dans les médias. Vous ne connaissez pas l'histoire. Et on parle d'une histoire d'il y a 25 ans. Il y a aussi ça. C'est il y a 25 ans. Donc, la personne qui aujourd'hui a 53 ans, il y a 25 ans, a vécu telle chose. Est-ce que c'est la même personne qu'on voit aujourd'hui? Est-ce que tu es la même personne que tu étais il y a 15 ans? Non. OK, ben comment moi je serais la même personne que j'étais il y a 25 ans? Les gens changent. Les gens font des erreurs, oui. Ça arrive à tout le monde, j'en ai fait. Et après, on change, on s'améliore, on grandit, on vit, on apprend. On fait quelque chose, quelqu'un a été heurté, on le dit, on n'a pas menti, jamais. On le dit, on l'assume, on s'excuse auprès de cette personne-là. Si on l'a heurté, on espère qu'elle va aller mieux. Parce que si quelqu'un revient après 25 ans et dit qu'elle a été heurtée, c'est fort probable qu'elle l'a été. Elle a été heurtée, ça lui a fait quelque chose à l'intérieur. Maintenant, il y a plein d'autres choses que vous ne savez pas. Je ne rentrerai pas dans tout ça. Vous êtes encore dedans, là, vous en parlez. Moi, là, c'est déjà loin derrière moi. Je fais d'autres choses. Et j'espère que pour cette personne-là, c'est la même chose aussi. Et je le souhaite tout le bonheur du monde. Okay? Moi, c'est là que je suis. Mais retourner dans tout ça encore, ça ne me tente pas. Moi, je continue à vivre la vie. Ce qui m'a fait le plus mal dans tout ça, autant pour c'est la famille, c'est les amis. Autant de mon côté, de ma famille à moi, que pour l'autre côté de leur famille aussi. Parce que c'est ça l'affaire. Et parce que je suis une personnalité publique connue, ces deux familles-là ont vécu ce qu'ils ont vécu à cette ampleur-là. Ça m'a fait quoi? Pas le fait que moi, je sois mis sur la sellette. Moi, si tu deviens un personnage public, il faut que tu acceptes le fait que ça vient avec tout ça. Mais ta famille, est-ce qu'elle a accepté ça, elle? Et la famille de l'autre, est-ce qu'elle a accepté ça? Fait que c'est là que ça devient un peu achalant. Fait que moi, c'est fini. Je passe à autre chose. Et lorsque Leknerson Merville appelle certains amis, est-ce que la réceptivité est la même? Lorsque tu vas faire l'épicerie, il doit bien y avoir des gens, comme tu nous disais, « Bonjour, Monsieur Merville, comment allez-vous? » Il y a d'autres gens qui te regardent bizarre. Comment est-ce que tu as appris à vivre avec? Ou c'est quoi? Les gens sont beaucoup plus sages qu'on le pense. Les gens sont beaucoup plus compréhensifs. Les gens sont beaucoup plus
humain même qu'on le pense. Les gens sont humains, les gens sont pas fous, là. Les gens, eux aussi, ont des problèmes dans la vie. Eux aussi ont des hauts et des bas. Eux aussi ont vécu des choses. Les gens sont pas détachés de la réalité, bien au contraire. Fait que quand les gens voient que tu vis une difficulté, à la limite, ils se disent « Ah, ben, c'est un humain. » Finalement, c'est un humain. Lui-là, c'est pas un dieu. Il peut faire des erreurs. Puis il en a fait une. OK, ça y pète d'en face. Ça arrive. Mais écoute, qu'est-ce qu'on fait? On l'écrase pendant qu'il est à terre? On lui lance des roches? Okay, ben non, c'est pas très québécois d'agir comme ça. Les Québécois, ils viennent te voir puis ils te disent « Écoute, t'es-tu correct? » Oui, mais il y a la réhabilitation au Québec. Aussi, mais cette réhabilitation, elle est peut-être là. Puis, tu sais, moi, je me sers de tout. J'ai toujours fait ça. Je me sers de tout pour essayer d'en faire quelque chose de bien. Yeah. OK? Fait qu'à travers ça, je peux te dire, la réhabilitation, elle existe, oui. Je le vois, puis c'est là que ça doit être le plus fort aussi. Je le vois dans la population. Cette réhabilitation, une plus grande acceptation. Mais dans les faits, au niveau, je dirais, plus systémique, c'est moins présent. C'est plus présent au niveau de la population. Le peuple est plus ouvert que le système, en tout cas en ce qui me concerne moi. Mm-hmm. C'est la population, elle est ouverte. Le système est moins ouvert. Le système, il faut que tu te battes un peu plus. Il faut que tu pousses plus fort. Parce que quand j'arrive, j'avais jamais vécu quoi que ce soit comme ça avant dans ma vie, là. Mais quand je me rends, par exemple, au palais de justice, où je me promène dans les rues de Montréal, puis je suis en minorité, et quand j'arrive au palais de justice, je suis en majorité. Okay. Avec les Amérindiens, avec les Asiatiques, c'est que là, je fais comme, ben voyons donc. Ben, la période Black Lives Matter qu'on a vécue, le Nelson Merville, on a vu les George Floyd, Breonna Taylor, entre autres. Ici au Québec, le chef du service de police de la ville de Montréal qui reconnaît qu'il y a profilage racial. J'aimerais t'entendre là-dessus. Toi, avec l'expérience... Tu sais qu'on pourrait faire une émission juste là-dessus. Tes impressions, très rapidement. Est-ce qu'il y a racisme systémique au Québec? Ben oui, le racisme systémique existe, bien sûr. C'est pas juste au Québec, ça existe dans pas mal tous les pays du monde. Je vois pas pourquoi ça n'existerait pas ici. Là. On n'est pas plus spécial que les autres. Est-ce qu'en Haïti, il y a un racisme systémique? Mais bien sûr, en Haïti, il y a du racisme systémique aussi. Dans un pays noir, avec des noirs, entre noirs. Mais au Québec, il n'y en aura pas. Voyons donc, arrête. Là. Voyons donc. Ça, ben lui. Il y a un racisme systémique. Haïti, entre noirs, par des noirs. Ben oui, il y a du racisme systémique entre noirs, par des noirs en Haïti, mais il n'y en a pas au Québec. Moi, quand je vois ça, ça me fait rire. Mais en même temps, ça pousse les gens à la dérision puis à parler de ça. Ça nous pousse à en parler. Tu as tout le reste du Canada qui dit que ça existe partout au Canada, sauf nous autres. On est distincts à ce point-là. Voyons donc. J'adore le Québec, j'aime le Québec. Je dis que tout le monde n'est pas raciste au Québec, c'est pas vrai. Mais le racisme existe. On va pas dire qu'il n'existe pas. Il y a un historique. Il y a des gens qui sont fait tuer sans raison. D'un côté, t'as un gars qui sort dans la rue avec son épée qui fait du mal à du monde. On est capable de le maîtriser. De l'autre côté, il y en a un qui sort avec un couteau. Il se fait tirer dessus. C'est clair. Ben, c'est 2 poids 2 mesures. Fait que, c'est, à un moment donné, il faut arrêter de niaiser. Puis aussi, je veux dire, je suis Locke Merville, mais je suis un black. Je suis Locke Merville à 2 mètres de distance, si tu respectes les distances aujourd'hui. Mais à 2 rues, je suis juste un noir, là. Tu sais, je suis juste un autre noir à 2 rues, là. Fait que il faut que je m'approche pour que je sois Locke Merville. Fait que, mais le gars qui est à 2 roues, le gars qui passe dans son auto, il s'est fait arrêter bien plus souvent que les autres. Là. Locke Nelson Merville, l'entrevue tire à sa fin. Il reste encore quelques minutes. Très rapidement, je la pose à tous mes invités. Puis je te sens d'attaque ces temps-ci. Est-ce que dans un avenir lointain, rapproché, quelconque, on risque de voir Locke Nelson Merville dans l'arène politique? Oh, il l'a toujours été. Oh, très belle réponse. Il l'a toujours été. Si tu es un citoyen responsable, tu es dans l'arène politique. Parce que
tu peux pas passer à côté de l'arène politique parce que c'est là que les décisions sont prises. C'est là que les propos ont un poids. Quand ton premier ministre dit qu'il n'y a pas de racisme systémique au Québec, ça a un poids. Et c'est de la politique. Donc, juste d'en parler comme on fait là, on est dans l'arène politique. L'arène politique, aujourd'hui, c'est qu'elle est partout. Le problème problématique, c'est que l'arène politique, elle est là-dessus. L'arène politique est dans les réseaux sociaux, elle est partout, elle est sur Facebook, et elle est plus difficilement contrôlable qu'avant, parce que beaucoup de gens vont dire des choses sans vraiment pouvoir arriver avec les preuves de ce qu'ils avancent, sans vraiment pouvoir arriver avec les sources et tout ça. Tout à l'heure, moi, quand je t'ai dit, je rentre au palais de justice et je regarde autour de moi, je me dis, je suis en majorité. Je me suis questionné. J'ai pas dit tout de suite, j'ai raison, je suis en majorité. Peut-être que c'est cette journée-là. Peut-être que c'est ce jour-là. Ouais, c'est ça aussi. Ça m'est arrivé 5 fois. Peut-être que c'était ces 5 jours-là. Ça se peut. C'est possible. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais aller voir les ressources qui sont offertes au Canada. Parce qu'on est au Canada, on est au Québec. Je vais aller sur Statistique Canada. Je vais aller voir. Quand j'y vais, c'est écrit. Ils me le disent. Puis ils me donnent la statistique. Puis la statistique me dit que j'ai raison. Maintenant, si moi, je ne m'organise pas pour que ça change, alors que j'ai les preuves, avec des données faites par des statisticiens du pays, je ne vais pas poser les gestes politiques qu'il faut pour que ça change réellement. Pas qu'on fasse semblant. Donne-moi pas 500$ ou 50 000$ cette année, puis l'année prochaine, on s'en fout. On veut vraiment changer l'affaire. Parce que ça va être bon pour tes enfants, à toi aussi. Puis les miens, ça va être bon pour nous tous. Ça va faire grandir le Québec au complet. C'est bon pour nous tous que ça soit mieux pour nous tous. Fait que si je pose pas ces gestes-là, ben ça changera pas. Fait que tu vois, quand tu as parlé rapidement tout à l'heure de Black Lives Matter, je peux aller marcher dans les rues. Je vais te dire pourquoi je peux aller marcher dans les rues. Puis bravo ceux qui l'ont fait. Super! Moi, je l'ai déjà fait assez jeune. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est poser les vrais gestes. Marcher dans la rue, c'est beau, puis c'est correct. Il faut crier, il faut dire les choses. Je suis d'accord avec ça. Mais le vrai geste, c'est de s'organiser, c'est de se rencontrer, de créer des instances qui peuvent aller parler et qui ont le droit de parole d'aller parler à ceux qui sont au pouvoir, qui ont le pouvoir politique, le pouvoir de réellement changer les choses et avec eux s'asseoir en concertation puis de se dire comment on peut faire pour réellement changer ça. Parce qu'on veut ça pour le bien de toute notre société au complet. Lac Merville, Lac Merson, très rapidement, les projets à venir pour toi, quels sont-ils? On sait que toi, une de tes forces, entre autres, oui, tu produis, tu traduis, entre autres, mais tu es un chanteur incroyable. Où ça? Où sont très, très grands chanteurs. Lorsqu'on se préparait pour l'émission avec l'équipe de Coconut Podcast, écoute, on disait, mais c'est incroyable la carrière musicale qu'il a eue. Lac Merson, je sais pas, il y a ma boule de cristal. Ben, ça me tape Vinsou! Il y a notre boule de cristal à Coconut Podcast qui nous a dit que tu préparais assurément quelque chose. On sait que ta guitare est pas jamais trop loin. Juste là! On va faire une entrevue, est-ce que tu vas nous voir un show? On pourrait t'organiser de quoi de même? Lac Merson, on sait que tu as toujours été un précurseur. En 2014 déjà, Coup de G, avec plusieurs DJ là, sur Haïti, tu avais sorti cette musique avec des sonorités très afrobeat, afro house. Tu étais déjà, tu sais, Davido, ce qui nous présente aujourd'hui, c'est comme si tu avais déjà travaillé des sonorités comme ça. Est-ce que Lac Merville nous arrive avec quelque chose bientôt? On veut un scoop et puis on va te laisser là-dessus. Tu nous réponds. Tu nous as fait des tonnes, hein? Ouais, vas-y donc. Le scoop, c'est que comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai été traduire des choses en Chine. C'est une comédie musicale. C'est une comédie musicale futuristique et personne ne sait c'est quoi la musique du futur. Donc, ça m'a permis d'aller justement, encore une fois, aller faire autre chose, amener ça encore plus loin. Écoute, j'ai mélangé autant du afrobeat à de la musique classique, orchestre symphonique et tout, opéra, hip-hop, rap, tout créole, français, mandarin. Tout mélanger ça et je te jure, c'est bon. Fait qu'on tripe. Super. Ben, Lac Merson, ce qu'on veut savoir maintenant, dans toutes les tunes que tu as écrites,
Et où écrit un peu musique? Faut pas craquer. Solitude dans la foule. Mes amis, solitude dans la foule. Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? Ah, bon bagage, oui. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous... Aïe, 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 ça c'est fraîche. Mais tu chantes bien. Écoute, à un moment donné, featuring, featuring à Coconut Podcast. Marie, tu parles des restes avec. M'v'l'au tourner. René Haïti. Luc Nerson. Marie, m'na remet tant d'eau. Pour parler de Marie, l'on écrit musique ça. Marie pas gen maman, li pas gen papa, yo prend yo fait servir bonne, yo pas jamais voyer l'école. Mes amis, c'est une réalité en Haïti. Les restes avec pour les Québécois qui nous écoutent. Tu sais, Luc Nerson, j'aimerais t'entendre le processus. 2 minutes, on est un verbe très à l'aise. Alors, Luc Nerson, j'aimerais t'entendre. Ouais. Reste avec, le mot le dit, rester avec quelqu'un. Vous savez, pendant longtemps, il y a des familles qui, bon, pas de contrôle de contraception et tout ça, on fait des enfants qui mieux. À un moment donné, quand t'en as trop, tu peux plus t'en occuper. Et souvent, les gens de la ville, qui sont un peu plus riches, recueillaient ces enfants-là. Et ces enfants-là restaient avec eux. C'est pour ça qu'on appelait ça des restes avec. Qui devenaient là, des petites bonnes, des servantes. Il y a certaines personnes qui s'occupaient très bien de ces enfants, qui les envoyaient à l'école, qui les éduquaient comme si c'était les leurs. Mais les enfants avaient des tâches à faire aussi. Mais d'autres, vraiment, c'était comme des petits esclaves. Là. Ils les maltraitaient. Et cette chanson, c'est de ça qu'elle parle. C'est de cette réalité-là qu'elle parle, des restes avec, des enfants qui restaient chez les gens qui n'étaient pas nécessairement leurs enfants et qui s'en occupaient pas bien. Et moi, j'ai vu ça quand j'étais en Haïti pour la première fois et ça m'avait profondément touché, profondément marqué. Et je me suis dit, bon, ben, je vais me servir de l'outil que j'ai, qui est la chanson. Si j'en parle et je raconte l'histoire de l'une d'entre elles, peut-être que les gens vont réaliser. Et si je fais une chanson assez belle, que les gens l'aiment, ben, tu peux pas aimer la chanson, chanter le texte, comprendre ce que je te dis, puis pas te poser la question à savoir comment je fais pour changer ça. Tu sais? Fait que c'est ta plus belle chanson que tu as écrite, que tu as composée, que tu as eu à interpréter, ta plus belle chanson Luc Nelson. J'en ai aucune idée, c'est pas à moi de dire ça, c'est aux gens à savoir. Luc Nelson, que tu fredonnes quand tu prends ton bain, à frotter, à prendre. Quelle chanson? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours? OK. Mais je peux te dire qu'en Haïti, les chansons qui sont devenues des classiques aujourd'hui, l'une d'entre elles est Timari. Il n'y a pas un endroit où tu vas arriver en Haïti, rencontre la personne qui habite au loin, là, dans le fin fond de la BTB haïtienne. Ah bon, c'est vrai. Ouais. OK? Ben, le Mistassini haïtien, t'arrives là, tu dis Timari Baguin, puis il va continuer la chanson. C'est connu partout. L'autre, la chanson Mes amis aussi, Fun mes amis. Ça aussi, partout, t'arrives. Ça joue à tous les jours. Mes amis m'appellent, ils m'écrivent, ils me disent Locke, tes chansons ici, là, ils jouent tous les jours. Remets Haïti, nous besoin de travail, ils mettent chaîne dans pied. Comme si, c'est incroyable, là. Tu sais, notre Timari, la vie qu'on yo-yo. Tes paroles, là, c'est comme un peu prémonitoire. C'est incroyable. Écoute, c'est les gens, c'est pas moi, hein, c'est les gens qui inspirent, c'est ce que je vois. Le mot de la fin et tes remerciements par la suite. Ben, le mot de la fin, c'est premièrement mes remerciements à toi de m'avoir invité à Coconut Podcast. Tu m'invites quand tu veux. Beaucoup de plaisir à le faire. Et puis, je te souhaite d'en faire encore beaucoup comme ça, avec beaucoup de gens. Je te souhaite de rester dans cette vibe-là, dans cette énergie. Tu es une belle personne, tu as une belle énergie. Et ça, on en a toujours besoin. Et je te remercie vraiment grandement. Il y a aussi, je pense que dans les questions... j'aimerais proposer peut-être un film à regarder aux gens. Il y a, comment il s'appelle? Oliver Stone, qui a fait The Untold Story History of America, l'histoire non racontée de l'Amérique. Oliver Stone sur Netflix, allez voir ça. Il y a aussi Samuel Jackson qui a fait un documentaire, il y a un documentaire qui l'anime, c'est un documentaire qui le ramène justement à ses racines, où il parle de l'histoire des esclaves
des traversées, parce qu'on parle souvent des traversées des esclaves, mais on parle de ceux qui sont arrivés. Nous, on fait partie de ceux qui sont arrivés. Mais il y en a dont les bateaux sont coulés. Et il va nous parler de ces gens-là, de ces bateaux-là qu'on a retrouvés, de ce qu'eux ont dû vivre et tout ça. Donc, Samuel Jackson, vous pouvez aller n'importe où sur Internet, faites Samuel Jackson Enslaved. Okay. Et c'est vraiment, vraiment très, 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 très bon. Tes remerciements, le Québec t'écoute, la francophonie, t'es fanatique. Écoute, quand on va sur tes réseaux sociaux, en pile mon app sur vous, Loch Nation. On attend ton prochain album, là, comme si... Mais là, je vais travailler sur je suis pas assez dessus, mais là, je vais recommencer à travailler dessus. OK. Ben, écoute, on sait que tu as une grande équipe, Influence Orbis également, qui... Ils travaillent très bien, ils sont très bien, là. Ils font bien leur travail. Puis... Ouais. Franchement, là... I got their back, because they got my back. Loch Nelson, le Québec t'écoute. Les derniers mots sont à toi. Mes derniers mots seraient pour le Québec. Pour ce temps des fêtes, je leur souhaite à tout le Québec un magnifique temps des fêtes. Écoutez, dans mon expérience chinoise québécoise, OK, je vous donne ça à vous autres. En Chine, lorsqu'on dit trouble, lorsqu'on dit problème, il y a deux mots pour dire ça. Il y a deux caractères. Puis dans les deux caractères, je l'avais écrit pour être sûr il y a danger. Un des caractères, c'est danger. Parce qu'un problème, c'est ça, une crise, c'est un danger. C'est ça qu'on est en train de vivre. Mais l'autre caractère, c'est opportunité. Fait que ça veut dire que dans ce mot-là, il y a toujours ce que vous êtes en train de vivre là, il y a une opportunité. Moi, je m'en suis servi. Je me suis remis à aller faire mon jogging. Je me suis mis cet été à aller voir ma mère toutes les semaines, à aller faire un pique-nique avec elle. Je me suis rapproché d'elle. Je me suis mis un peu à faire à manger moi-même. Pourquoi ça me t'a mal dit? Est-ce qu'on compte cuit de manger? Ah oui, moi, je sais faire à manger. J'adore faire à manger. Je fais jamais deux fois la même affaire, c'est toujours bon. J'aime ça faire à manger. Mais je me suis mis à acheter mieux, à prendre soin, puis à acheter plus local. Je me suis mis à prendre soin de moi, puis à prendre soin de ceux qui étaient autour de moi. Quand je rentre dans un magasin avec mon masque, prendre le temps de demander à celui en face de moi, juste lui dire « Hey, comment ça va, man? » Oui, ça va. Et toi, madame, ça va bien? Oui. Puis ta famille, comment elle va? Prends soin de toi, prends soin de ta famille. Sortez, marchez dehors, mettez vos masques, mais marchez, faites de quoi? Ça, là, prenez le temps de redevenir humain avec ceux qui vous entourent. Moi, c'est ce que j'ai fait et que je continue à faire. Je vous encourage à utiliser ce temps qui a l'air difficile pour en faire quelque chose de beau. Loch Nelson, Merville, Coconut Podcast, un grand merci. J'aime te dire, l'autre invité créole moyo, et comme ça me dit, merci en pile. Et comme je dis en langue autochtone, toi qui adores les langues, Inuyo dit Chinach Kumeten. Ou gen Algonquin qui dit Miigwech. Et puis dans la région Montréal là, autochtone yo dit Niawen. Merci. Niawen. Ah, Niawen. Merci en pile. Messieurs, dames, nous étions avec Loch Nelson, Merville, cette voix des sans-papiers à l'époque, Notre-Dame de Paris. Aujourd'hui, il est en train de nous travailler son prochain projet musical, une entrevue incroyable. Alors, comme je vous dis, on se voit la semaine prochaine, même heure, même poste, sur les ondes de Coconut Podcast. Et comme je vous dis en langue autochtone, Niawen, merci!